Alors, j'ai évidemment la lourde charge de prendre la parole après deux excellents discours. Alors, vous retrouverez évidemment dans ce que je vais dire des éléments qui ont été développés soit par Emmanuel Chier, soit par Michael Pichat. On ne s'était pas concerté avant, mais il se trouve que voilà, il y a véritablement des liens dans ce que je vais dire maintenant. Euh, je vais vous parler donc de rhétorique et de construction d'opinion. Euh, L'idée m'est venue à la lecture de différents articles publiés dans les revues scientifiques en management, euh, la lecture d'articles sur la communication persuasive. Et c'est ces termes-là de communication et de persuasion qui ont attiré mon attention. Je vais essayer de vous montrer dans une première partie qu'il y a une ambiguïté dans ces termes, enfin, qu'il y a même une antinomie entre communication et persuasion, en tout cas dans un premier abord. Et puis, on va travailler sur la notion d'opinion parce que finalement, cette ambiguïté, elle se trouve déjà très présente en fait dans la notion d'opinion elle-même et ensuite sur la question des émotions, puisqu'il y a un lien évidemment entre opinion et émotion, et notamment dans la sphère rhétorique. Donc c'est ça qu'on va essayer de travailler ensemble. Pour commencer, donc cet ouvrage, plus exactement cette revue, où j'ai trouvé donc un article en anglais que j'ai traduit sans difficulté par l'efficacité de la communication persuasive, hein, The Effectiveness of Persuasive Communication in Change, hein, dans le changement, évidemment, fait la recension, hein, l'auteur de cet article fait la recension de pas moins de 30 articles, hein, et puis j'imagine que il doit y en avoir bien d'autres, qui analysent donc l'impact d'une communication efficace dans la gestion du changement au sein des entreprises, et en particulier, évidemment, du côté des relations humaines. Il parle de l'importance de cette communication, auquel il agrège d'autres outils qui concernent plutôt le management, comme l'organisation des équipes, la gestion d'un calendrier, qui concourent évidemment tous à l'efficacité à mettre en œuvre dans l'entreprise. Je voudrais vous citer un passage de cet article. La communication persuasive consiste essentiellement à élaborer des récits convaincants, à employer une rhétorique influente et à tirer parti de l'attrait émotionnel pour gagner les cœurs et les esprits. Elle transcende la simple diffusion d'informations et vise plutôt à créer une résonance et à favoriser l'adhésion des parties prenantes. Alors, on retiendra ici l'attrait émotionnel, qui rappelle évidemment la rhétorique, mais comme tel, ce passage pourrait être parfaitement intégré. Le mot communication voilà, serait peut-être à discuter ici, mais il pourrait très bien s'intégrer dans un ouvrage de rhétorique, et notamment, et c'est pas simplement parce que je l'enseigne, mais parce que je vais essayer de vous le montrer, la rhétorique est née dans l'Antiquité, dans les ouvrages dont nous avons hérité de l'Antiquité. Ça pourrait très bien être un passage, il faudrait peut-être changer le phrasé, mais de la rhétorique d'Aristote, également finalement de Oratore de Cicéron ou de l'institution oratoire de Quintilien. Voilà, c'est exactement ce que l'on va retrouver dans ces ouvrages. Je voudrais citer un autre travail qui a été mené par Xavier Boin en 2015. Donc l'article que je citais date de 2022. Vous voyez, il est assez récent, donc un peu plus loin, mais c'est pas trop loin quand même. Comprendre les leviers de l'influence, savoir convaincre. Donc on retrouve exactement ces éléments, les process à mettre à l'œuvre pour accompagner le changement. C'est sous-titré Les nouveaux visages du contrôleur de gestion. Donc évidemment, on est bien en entreprise. Décline les parties, donc il décline les parties de son article sous des sous-titres, personnaliser son argumentation, choisir quels arguments, exprimer ses arguments un à un, choisir l'ordre de présentation et enfin s'exprimer dans le langage de ses interlocuteurs.
Et là encore, on retrouve des éléments de la rhétorique ancienne. Et il y a deux choses qui m'interpellent ici. C'est d'abord d'invoquer les émotions, d'une part, et d'autre part, évidemment, d'inscrire tout ça dans une argumentation. Ce sont des termes qui, a priori, enfin, voilà, sont contradictoires et qu'on retrouve, hein, ces termes contradictoires, me semble-t-il, dans l'expression communication persuasive. Voilà. Est-ce qu'on parle ici d'argumentation, donc finalement on fait appel à la raison ou à l'intelligence, ou est-ce qu'on fait appel aux émotions et auquel cas on s'adresse à une autre partie de l'homme, c'est-à-dire uniquement à ses émotions. Donc la question est de savoir s'il n'y a pas une contradiction dans les termes. Je voudrais juste faire remarquer que je ne cherche pas ici à juger de la légitimité, vous voyez, du moyen, hein, mais d'interroger les fondements, voilà, et les principes. Et ces fondements et ces principes, évidemment, on va les retrouver dans cet héritage des Grecs et dans les réflexions qui ont été les leurs. Et on va retrouver évidemment dans cette réflexion, évidemment, toute l'ambiguïté des termes. Alors, je voudrais juste revenir donc à cette expression de communication persuasive, en reprenant les deux mots, hein, le mot communication et le mot persuasion, et en montrant qu'ils entrent censément, visiblement en conflit. Si on regarde dans le dictionnaire Larousse, hein, la définition de la communication, alors je ne vais pas vous faire, c'est sûrement pas moi qui vais vous faire un cours là-dessus, mais voilà, si je m'en tiens déjà à ce que les mots transmettent, hein, on trouve d'abord évidemment la communication, c'est le fait de transmettre. Deuxièmement, c'est le fait de mettre en relation, hein, donc transmission, relation. En troisième, établir un contact. Et en quatrième, donc, le fait pour une personnalité ou un organisme de se donner telle ou telle image. Alors, si on s'en tient à la communication, en tout cas, ce que j'en ai compris de l'entreprise, on peut comprendre évidemment l'importance, hein, sur ce quatrième point, de mettre en avant une image, hein, c'est-à-dire de travailler à la représentation, parce que ce qu'on va voir, évidemment, l'image, c'est la représentation, de travailler à une représentation qui peut être perceptible par les autres de l'image de l'entreprise, de ses projets, de sa taille, etc. On s'accordera aussi à dire que ce n'est pas là la seule légitimité de la communication, hein, le travailler sur l'image que donne l'entreprise. Elle s'intéresse, comme on vient juste de l'évoquer, à l'organisation entre les différentes instances de l'entreprise, ça c'est plutôt le management, mais notamment les modalités de cette organisation. Hein. Si elle s'y intéresse, c'est précisément pour travailler les modalités et à apporter en vue d'un changement ou de transformation dans l'entreprise. C'est un thème qui est abordé dans un autre document, un collectif, un ouvrage collectif, dans lequel donc on trouve un chapitre écrit par David Autissier, intitulé De la conduite du changement à la gestion de la transformation. Donc c'est paru en 2018. L'auteur s'interroge donc sur les différents modèles qui sont succédés, hein, dans l'organisation en vue justement de faire accepter un changement. Il se base sur un modèle, hein, que vous devez tous connaître mieux que moi, le modèle de Lewin, qui date de 1950, qui visait donc à améliorer le dialogue entre les groupes concernés sur les modalités de changement. Ce modèle, hein, se déploie en 3 points. La prise de conscience de telle ou telle situation. 2, la mise en mouvement de l'organisation. Et puis 3, la stabilisation de la nouvelle situation. Évidemment, c'est un modèle qui a été concurrencé, largement concurrencé. Et ce qui est intéressant, donc, outre que l'auteur expose donc, ces différents modèles et puis la concurrence à ces modèles, donc, qui tiennent à l'organisation de l'entreprise, il s'intéresse également aux différents registres de discours qui accompagnent ces transformations. Et c'est là où je me suis arrêtée. Ces différents discours, évidemment, dépendent du contexte. Il évoque évidemment la contrainte ou l'injonction, hein, qui s'inscrivent d'après lui dans une situation limite, l'échec ou catastrophe. Hein. L'injonction, on comprend bien, hein, s'il y a le feu dans les bureaux, voilà, on ne va pas passer par l'explication, mais on va dire aux personnes de partir assez rapidement, ça s'entend très bien.
Donc, dans les registres d'urgence, on peut faire appel à l'injonction ou dans les échecs. Aussi se demande-t-il, devons-nous persuader, contraindre ou faire participer? Et c'est dans ce questionnement entre persuader et contraindre que se joue évidemment, tout, selon lui, le discours qu'on doit tenir pour accompagner le changement. La persuasion s'inscrit d'après lui, de manière assez étonnante, dans le registre de l'explication et non de la contrainte. Alors c'est assez inattendu parce que lorsque l'on regarde les oppositions contrainte et persuasion, on ne s'attend pas à ce que la contrainte soit uniquement du côté de l'obligation, ça va, mais la persuasion du côté de la compréhension. C'est donc que l'auteur de cet article fait entrer directement dans la persuasion une certaine part d'argumentation. Euh, alors, il est vrai que rien ne s'oppose, si on prend le terme de persuasion maintenant, rien ne s'oppose à ce que la persuasion ne s'inscrive pas dans une certaine égalité. C'est ce que Hannah Arendt a très bien montré dans dans la crise de la culture, dans le chapitre sur l'autorité. Elle montre finalement que la persuasion est née ou en Grèce du seul fait que les citoyens étaient évidemment des hommes libres et égaux. On peut dire aussi que plus anciennement, même avant l'avènement de la démocratie athénienne, euh, euh, l'art oratoire était né dans les cours de justice. Elle a d'abord une dimension juridique, ce que lui reprochera d'ailleurs Aristote. Elle est née dans les cours de justice où l'accusé souhaitait que sa cause soit plaidée par des spécialistes du droit à égalité avec les compétences évidemment du juge. Rien ne s'oppose non plus également à considérer que la persuasion soit une alternative aux moyens coercitifs. Sans doute ce que l'auteur comprend par contrainte ici. Euh, on renonce à la coercition, c'est-à-dire à la force physique, en général, en ayant recours à la persuasion. En revanche, elle évoque pour beaucoup cette notion de persuasion, un pouvoir de séduction, qui n'a finalement rien à envier à la force, si ce n'est qu'elle n'expose pas le corps, mais aussi l'esprit. C'est ce qu'on va appeler évidemment ici la contrainte douce. Voilà. Euh, pourquoi on associe finalement spontanément la persuasion à la séduction? D'abord, ça vient évidemment dès l'origine, ça a été associé dès l'origine au mot persuasion. Persuasion, ça vient du grec, peitomai, qui signifie être persuadé, c'est-à-dire avoir confiance et même obéir. Voilà. Euh, la déesse de la persuasion, Peito, finalement, c'est celle qui, comme le dit Hésiode, on trouve ça dans la Théogonie d'Hésiode, Peito, elle accompagne Aphrodite, donc la déesse de la beauté. Ce qui est très intéressant aussi, et ça nous donnera un élément par la suite, c'est que Peito est donc le cœur des muses qui accompagne Aphrodite, euh, doivent s'occuper, Zeus leur confie l'éducation des hommes de la Terre. Voilà. On pourrait aussi s'appuyer sur une autre étymologie, mais alors qui est tout à fait fantaisiste, mais qui est quand même tout à fait intéressante parce que elle joue sur les sonorités. La prosonomastie, comme on dit, il y a la même sonorité. C'est Pluto, qui est le serpent, le serpent qui a été tué donc par Apollon, euh, comme l'évoque l'Iliade. Et évidemment, ce serpent, ça a donné le terme d'Apollon pythien. Vous savez, donc c'est Apollon qui a tué le serpent. Évidemment, plutôt le serpent, la séduction, etc., se rapproche de la persuasion. Voilà, avec la ruse, évidemment, et le mensonge qui s'y associe. Donc, une séduction qui est une contrainte douce.
bien évidemment, la persuasion a été associée à ce qu'on appelle désormais la manipulation. Alors, cette ambivalence, vous voyez, entre le fait ici on convoque la rhétorique hein, comme ce qui permet hein, de transmettre un message de manière argumentée, et puis de l'autre, hein, évidemment, la persuasion, hein, la manipulation, hein, qui s'intéresse évidemment, c'est Perelman, un des spécialistes de la rhétorique, qui dit finalement à l'homme automate en moi. Voilà, la persuasion, elle interroge ou elle s'adresse plus exactement à l'automate hein, et aux automatismes qui s'ancrent dans la sensibilité. Alors, cette ambivalence, je dois dire, ne va pas, comment dire, ne va pas s'effacer. Elle est attachée à la notion même de rhétorique. J'aimerais vous montrer, non pas pour faire de l'histoire, et donc parce que alors là, il faudrait y consacrer bien plus de temps. J'aimerais vous montrer, en faisant un petit sondage voilà, dans l'histoire, la manière dont la rhétorique a été appréciée. Et on va retrouver évidemment cette ambivalence. Alors pour certains auteurs, ils vont plutôt pencher dans un sens, et pour d'autres, évidemment, ils vont pencher dans l'autre. Euh, il est évident que dès l'Antiquité, il va y avoir un partage, et ça, on en a hérité évidemment, entre ceux qu'on va appeler les maîtres du logos. En tout cas, ils se présentent de cette manière-là. On les appelle également les sophistes. Hein. Ce sont des enseignants qui enseignent quoi? Eh bien, la parole, évidemment, la parole en public. Hein. Il y a une dimension politique qui sera également attachée à la rhétorique et qui est très fortement marquée par les sophistes. Alors, j'ai essayé de mettre des couleurs pour vous rendre les choses plus explicites et non pas trop comment dire, comme disait tout à l'heure Emmanuel, trop simplifiées. Voilà, mais au moins ça a le bénéfice de la clarté, enfin, j'espère. D'abord, dans les maîtres du logos, évidemment, il y a des variations. Hein. Chacun a entrepris la question de l'éloquence, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a Démosthène, hein, que j'ai mis évidemment le plus en vert, hein, c'est-à-dire sur la partie gauche hein, pour vous. Démosthène, alors c'est véritablement un orateur. C'est un orateur. On sait que il est intervenu hein, des discours qui sont restés mémorables. Pourquoi est-il intervenu à la cité grecque? Parce qu'il y avait une menace hein, qui était la menace macédonienne. Voilà, les noms sont Philippe de Macédoine et puis Alexandre le Grand qui commencent à émerger. Et donc Démosthène est là pour prévenir évidemment les Athéniens qu'il y a une grande menace. On retient Démosthène, ça c'est voilà, c'est la, euh, c'est l'anecdote, hein, mais finalement les anecdotes aussi permettent de mémoriser, hein, si je puis permettre de dire ça. Eh bien, Démosthène, on l'a retenu pourquoi? Parce que normalement, enfin, dans sa jeunesse, il bégayait, hein, il était incapable de prononcer un discours, et soi-disant, on lui aurait mis des cailloux dans la bouche. Ça doit vous rappeler un certain film hein, qui est sorti il y a quelques années à propos du roi d'Angleterre. Eh bien, on lui a mis des cailloux dans la bouche, voilà, pour que il s'exerce. L'anecdote est très intéressante, qu'elle soit vraie ou non. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de bruits qui circulent dans l'Antiquité, comme il y a beaucoup de bruits qui circulent dans la modernité. Alors bon, mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on retient de cela? C'est que la rhétorique est un art. Voilà, il y a des dons personnels, hein, il y a des dons individuels, singuliers, hein, il y a des orateurs nés, mais quoi qu'il en soit, l'éloquence n'est pas la rhétorique. La rhétorique, c'est un art, voilà, et c'est cette anecdote hein, qui nous l'apprend. On peut n'avoir aucun don, hein, c'est l'idée ici, hein, incapable d'aligner deux mots, on peut avoir aucun don et d'être un excellent orateur grâce à la rhétorique. Vous voyez, c'est vraiment un art et évidemment n'importe qui, avec cette hypothèse, peut être un excellent orateur. Alors, Démosthène, évidemment, a très peu théorisé l'éloquence, hein, sa propre éloquence. Hein, c'est plutôt l'éloquence en acte. Et ceux qui ont cherché à la théoriser, eh bien, c'est ceux qu'on va appeler les sophistes, Protagoras. Hein, donc, il y a une justification. Hein, on part d'une pratique et on cherche à la justifier.
évidemment, c'est Protagoras, Gorgias, hein, évidemment très connu. Alors, j'ai mis la date en 480 parce qu'il a vécu approximativement vers moins 480. Donc, vous voyez, on est en plein milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Quant aux autres dates que je vous ai données, 36, 38 hein, pour Isocrate, soyez méfiants, hein, on n'est pas à quelques années près. Voilà. Mais Protagoras et Gorgias, alors Isocrate, il est venu bien après. Ce qui est intéressant, donc, c'est pas loin d'être, il est un peu plus âgé qu'Aristote, mais finalement, ils ont vécu quasiment à la même époque. Et puis surtout, et bien évidemment, c'est vraiment un contemporain de Platon. Et Isocrate fonde une école à Athènes, pardon, parce que tout se passe à Athènes, fonde une école à Athènes, évidemment, une école d'éloquence, voilà. Et pour lui, pour Isocrate, bien parler, c'est une manière de vivre. Voilà. Donc c'est ça qu'il enseigne. Vous voyez, c'est bien vivre par la parole. Voilà. Donc il y a toujours cette, vous voyez, cette question de la justification. Cette première partie, enfin ceux que j'ai mis du côté du maître de Logos, témoigne d'une chose aussi, c'est que la rhétorique, et c'est ça qui va lui être reproché par la suite, et notamment par Platon, finalement est très empirique. Vous voyez, on est parti de l'éloquence pour en faire ensuite une théorie. Et elle garde, vous voyez, cette caractéristique, hein, finalement. On a fait le tour de tous les discours. On a vu, on a pu constater que certains étaient plus efficaces que d'autres. Hein. Donc, vous voyez, l'empirie, l'expérience, l'efficacité lui donnent une dimension pratique. Hein. Ce qui va bien sûr rebuter les philosophes qui se positionnent plutôt dans une sphère théorique, voilà, et non pratique. Alors, j'ai mis évidemment les théoriciens de la rhétorique parce que quand bien même les philosophes auraient quelques réticences à s'engager sur ce chemin pratique et empirique, euh, euh, la réaction à la place que prenaient les sophistes, et notamment au fait qu'ils éduquaient la jeunesse, hein, ils fondent des écoles, voilà, euh, a fait que les philosophes eux-mêmes se sont positionnés sur la rhétorique. Alors évidemment, cette position, elle va varier d'une légitimité à une condamnation. Alors pour faire rapide, hein, et en fait il faudrait apporter beaucoup de nuances à cela, évidemment on a situé Platon plutôt du côté de la condamnation, avec le fameux texte de Gorgias, hein, finalement, c'est quoi la rhétorique? La rhétorique et la sophistique, c'est évidemment le même combat, c'est une cosmétique, voilà, un arrangement des saveurs, un peu comme dans la cuisine, hein, en fait c'est une petite cuisine, et rien d'autre, vous voyez, donc l'empirie, hein, l'empirisme de la rhétorique exclut de toute façon qu'elle repose sur des principes théoriques, ce qui ne sera pas le cas d'Aristote, hein, qui va être le premier, hein, et on comprend bien pourquoi Platon n'a pas théorisé la rhétorique, mais le premier, évidemment, à resituer la rhétorique dans le champ de la connaissance. Hein. C'est ça qu'on va voir. Et puis ensuite, ben, vous voyez, j'ai mis Cicéron entre Aristote et Platon parce que bon, Cicéron, c'est un éclectique, plutôt stoïcien, voilà, plutôt stoïcien, mais il y a un héritage très important. C'est que dans les premiers siècles, hein, l'idée, c'est quand même de faire l'unité de la pensée païenne. Donc voilà, toutes ces influences vont être synthétisées. Donc il est plutôt stoïcien, on aura l'occasion d'en parler. Et puis Quintilien qui le suit. Il aurait fallu mettre Quintilien encore plus du côté de Platon, parce que c'est un médio-platonicien, donc vraiment il va appliquer à la lettre une certaine représentation de l'œuvre de Platon, et puis Plutarque évidemment va suivre l'école platonicienne. Alors, qu'en est-il de la rhétorique aujourd'hui? Je m'en tiens à cette remarque de Paul Ricoeur, hein, dans la métaphore vive. Paul Ricoeur nous raconte que l'histoire de la rhétorique, c'est l'histoire d'une peau de chagrin. Alors, pour le dire très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de parcourir toute l'histoire de la rhétorique, mais il est évident que la rhétorique donc, recouvre un certain nombre d'outils, hein, qu'on va vite découvrir sur cette page, et que chacun de ces outils a été choisi au détriment des autres. Hein, c'est comme ça, finalement, qu'on peut dire les choses. Il se trouve que l'élocution, hein, ce que j'ai appelé la musicalité du discours, hein, pour ne pas la réduire aux simples figures de style, hein, elle recouvre bien d'autres choses. Eh bien, l'élocution a été l'apanage de la rhétorique à partir
du XVIe siècle. Et puis, évidemment, ça va se confirmer au XVIIIe siècle avec l'avènement du rationalisme. Enfin, finalement, à quoi sert la rhétorique? Uniquement à bien parler. Et là, on ne retient ici que le langage, vous voyez, la beauté du langage. Voilà. Donc, finalement, c'est une affaire de poète, évidemment pas du tout une affaire de philosophie. Mais donc, c'est comme si chacun avait choisi dans cette grande boîte à outils certains et avait évidemment mis dans l'ombre les autres. Et c'est ce que déplore Paul Ricoeur à la suite d'un autre auteur dont je vous ai parlé à l'instant, qui s'appelle Chaim Perelman. Donc Chaim Perelman, hein, je le cite un peu plus loin, donc vous pourrez noter son nom. A repris la rhétorique et notamment la rhétorique d'Aristote, puisque à ses yeux c'est la plus complète, pour montrer à quel point la rhétorique d'Aristote a pour cœur, pour fondement, une argumentation. Et donc c'est cette argumentation que Chaim Perelman va reprendre, donc au bénéfice notamment de la promotion de la rhétorique dans le paysage philosophique. Voilà. Chaim Perelman, évidemment, s'oppose à une école qui se situe également en Belgique, qui s'appelle le collège Mu comme la lettre de l'alphabet grec, MU, hein, si vous préférez, hein, qui rappelle donc la métaphore, la métonymie, enfin toutes les figures de style, qui sont des linguistes belges et qui se sont emparés de la rhétorique pour la réduire à ce qu'on appelle l'élocution. Et donc, c'est à eux que Perelman, évidemment, répond. Paul Ricoeur va reprendre également les outils développés par Perelman. Et puis, il y a un de ses disciples français, qui est Michel Meyer, hein, qui est à l'origine d'ailleurs d'un petit que sais-je sur la rhétorique, et qui va diffuser la pensée de Perelman. Et l'idée de Perelman, c'est véritablement de remettre au cœur de la rhétorique la dimension argumentative. Malgré tout, Perelman laisse de côté, et c'est bien d'ailleurs la remarque de Michel Meyer hein, dans les questions rhétoriques, hein, cet ouvrage qu'il a consacré également à la rhétorique, Michel Meyer fait remarquer que, là encore, Perelman a un peu choisi, c'est-à-dire l'argumentation, qui est au centre même de la rhétorique, ne donne lieu à aucune étude de l'émotion. Alors j'entends le mot émotion et le mot passion exactement dans le même sens. Hein, je pourrais me justifier après, mais voilà, je pense que j'ai pas trop le temps. Il faut que j'avance aussi, mais ça viendra. Donc l'émotion ou la passion, voilà, ne donne lieu à aucune étude dans les ouvrages de Perelman. Donc Perelman finalement regrette qu'on ait choisi, mais à son tour, voilà, il a fait un focus sur un outil et pas l'autre. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais aussi développer avec vous cette dimension de l'émotion dans le discours et ses fondements. Alors, très rapidement, vous l'avez sous les yeux, hein, il y a quatre grandes boîtes à outils, en fait. Hein, c'est quatre grandes boîtes à outils dans la rhétorique, hein, et c'est ça l'empire rhétorique, hein, pour reprendre cette expression de Ricoeur. Il y a évidemment l'action, hein, c'est ce qu'on va considérer, ou en tout cas que les anciens considéraient, ce qui n'est pas tout à fait vrai des modernes, comme le plus extérieur à la rhétorique, hein, le langage du corps, le ton de la voix, les silences. Enfin, maintenant, on fait beaucoup, on parle beaucoup du silence dans la rhétorique, ce qui fait que quand on entend désormais des discours rhétoriques, il y a beaucoup de silence. Hein, voilà, c'est très affecté. Voilà. Alors, tout ça, évidemment, rejoint, et Aristote l'avait très bien vu, hein, il parle là du travail de l'acteur, qui doit compenser hein, la distance de l'auditoire, la dispersion des regards, etc. Donc là, il y a évidemment un rapprochement avec le travail de l'acteur. Pour Aristote, ça reste tout à fait extérieur. Alors extérieur à quoi? Au cœur même de la rhétorique, parce que ce qu'il compte dans la rhétorique, ce sont les preuves. Voilà. Auquel il faut ajouter, hein, et j'ai mis deux instruments de chaque côté, l'élocution, donc on vient juste d'en parler, et puis l'ordre dans le discours. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'ordre dans le discours, hein, tel qu'il a été élaboré, alors pas par Aristote, parce qu'en fait on le doit à des rhéteurs beaucoup plus anciens, en Sicile notamment, je pense à Corax, Lysias, etc. Tous ces auteurs avaient déjà parlé de l'ordre du discours. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cet ordre, vous pouvez trouver finalement
dans tous les grands discours oratoires, et donc ça n'a pas changé. Donc je voudrais rester sur ces preuves et faire une marque supplémentaire. Alors j'aurais pu mettre la définition d'Aristote, évidemment plus au centre, hein, mais je voulais que vous ayez cette vue générale sur la rhétorique. La rhétorique est la faculté de découvrir spéculativement ce qui, dans chaque cas, peut être propre à persuader. Alors, ce qui est intéressant dans les termes, rapidement, hein, qu'on peut tirer hein, de cette définition, d'abord, c'est le mot spéculatif. La rhétorique, et c'est en cela qu'Aristote se distingue complètement des sophistes, de Démosthène, etc., c'est une réflexion, voyez, sur le langage. Michel Meyer a cette expression, il dit c'est un métalangage. Métalangage au sens où il s'agit, vous voyez, de travailler sur des outils. Voilà. Donc, connaître ou lire la rhétorique d'Aristote ne vous rendra pas pour autant plus éloquent. Voilà. Ce qui peut peut-être excuser voilà, mon discours. Donc c'est ça, vous voyez, la rhétorique, hein, c'est vraiment une analyse. Et une analyse de quoi? Vous voyez, des arguments, c'est-à-dire qu'est-ce qui me permettra de persuader? Quels sont les éléments de la persuasion? Quels sont les ressorts de la persuasion? Alors, ces ressorts de la persuasion, vous les retrouvez en effet, évidemment, dans ces 4 boîtes à outils. Alors, pour bien comprendre quelle est la place de l'argumentation rhétorique, en tout cas telle qu'Aristote, hein, puisque c'est lui qui a théorisé finalement ces différents instruments, donc pour comprendre quelle est l'argumentation, enfin la place de cette argumentation, je me suis permis de revenir à une opposition parce qu'on l'aime bien, même si moi je la trouve pas toujours très pertinente, mais quand même ça permet de clarifier les choses. La question, évidemment, de l'argumentation chez Platon et puis chez Aristote. Et vous allez voir qu'Aristote, en fait, va opérer un petit déplacement. Un petit déplacement, évidemment, qui change toute chose. Hein. Vous savez que c'est toujours les petites choses hein, qui déplacent, évidemment, absolument toute la structure. Eh bien, Platon, évidemment, pour Platon, et alors j'ai bien montré cette vue descendante, évidemment, la science n'a qu'un seul objet. Et ce qui fait l'unité de la science, c'est précisément qu'elle a un objet propre, un seul objet. Et on peut comprendre, du coup, vous voyez que le discours soit, entre parenthèses, univoque. Vous voyez, il n'y a qu'un sens, finalement, que l'on doit donner, hein, qui soit pertinent au mot discours. Finalement, globalement, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans le schéma platonicien. Voilà. Il n'y a qu'un discours. Ce discours repose évidemment sur les mathématiques, hein, comme chacun sait, hein, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, et inspire donc une méthode qu'il va appeler la dialectique. Mais voilà, donc le mot dialectique est à entendre dans un sens très précis. Hein, il ne s'agit ni de la dialectique hegélienne, ni de la dialectique marxiste. Hein, rien à voir avec tout ça, ou très lointainement à voir avec tout ça. La dialectique, c'est la méthode de la science. Voilà. Le philosophe, c'est dit Platon, un dialecticien. Donc, que connaît le dialecticien? Eh bien, il connaît la réalité vraie, voilà, qui est cet objet unique hein, de la science. Et parce qu'il connaît évidemment cette réalité vraie, alors, on peut attendre de lui une action morale ou politique. Voilà. De la science naît évidemment l'action. Alors, que fait Aristote, hein, qui est pourtant le fervent disciple de Platon, et à bien des égards, on aura l'occasion d'en parler, mais que fait Aristote, hein, c'est que au lieu de s'en tenir donc à une univocité du discours, on va trouver ce qu'on appelle une analogie du discours. Bien, le discours se dit selon différents sens. Donc l'argumentation, voyez, qui accompagne le discours philosophique, peut se dire en différents sens. Et donc là, ici, vous avez la déclinaison, en fait, de cette argumentation. Vous remarquez une chose, c'est que si Aristote emploie le mot dialectique, évidemment, ce n'est plus exactement dans le même sens que Platon. Hein, il a mis finalement la dialectique. Alors, il y a peut-être ici un coup voilà, comme les animaux. Hein, j'ai plus que 5 minutes, c'est terrible. Voilà, donc il y a peut-être ici voilà, une ironie, hein, mais la dialectique, finalement, comprend également ce qu'on va appeler la rhétorique,
Donc, vous voyez, alors là, il y a encore plus, sans doute, une critique. Rapidement, si on parcourt, la science et le jugement certain universel. Euh, sur quoi repose le jugement? Eh bien, sur ce qu'on appelle le probable, voilà, c'est-à-dire finalement ce qui est pensé par tous. Probable ici, il faut l'entendre au sens de pensable. Et puis la rhétorique, c'est le jugement vraisemblable. Alors, que veut dire ici vraisemblable? Il faudra bien le retenir. Ce qui est vraisemblable, c'est ce qu'on va appeler la semblance. J'ai cité ici Jean l'Auxerrois. Comment parler aux mortels? La difficulté tient à ce que toute parole est aux prises avec la sphère de la semblance, c'est-à-dire c'est ce qui nous apparaît en fait, la semblance. Vraisemblable, ça veut dire le faux vrai, d'accord? Mais ce qui apparaît de la vérité, et ce qui apparaît de la vérité, c'est ce qui se produit le plus souvent. Donc ce qu'il faut entendre par vraisemblable, c'est ce qui se produit le plus souvent. Donc finalement, vous voyez bien que la rhétorique entre dans une sphère qu'on appelle la sphère de la contingence, c'est celle des affaires humaines. Il n'y a pas de nécessité finalement attachée aux affaires humaines. Si vous prenez une décision dans votre entreprise, il n'est pas certain voilà, qu'elle atteigne parfaitement tous ses buts. Vous savez bien qu'il y a évidemment la liberté humaine qui rentre ici dans les facteurs de cette contingence, c'est-à-dire que ça pourrait arriver, mais il est possible que ça n'arrive pas. Vous voyez, c'est ça qu'il faut entendre ici par ce qui se produit le plus souvent. Or, ce qui se produit le plus souvent, vous le connaissez par quoi? Par les coutumes et par l'expérience. Donc, vous voyez bien, ce qui va nourrir ici l'argumentation, c'est cette coutume et cette expérience. Et c'est ce qu'on va retrouver finalement dans la notion d'opinion. L'opinion, c'est toujours un intermédiaire, c'est-à-dire un intermédiaire entre l'ignorance et la science. En science, alors, au sens strict du terme, en mathématiques, par exemple, on n'a pas d'opinion. Voilà. On a des jugements vrais, universels et certains. L'opinion est vraie, vous voyez, dans la mesure où il y a évidemment une certaine, disons, un certain doute qui persiste, évidemment, sur une possible contradictoire. Vous voyez, donc, vous voyez, ce n'est pas le doute absolu, voilà, mais on est dans cet intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est évidemment le lieu propice à l'opinion. Alors, il y a deux manières d'envisager l'opinion. Le côté probable, c'est ce qui va donner la dialectique, et puis la dimension vraisemblable, qui est véritablement le champ de la rhétorique. Dans tous les cas de figure, et on n'a pas eu le temps de le dire tout à l'heure, dans tous les cas de figure, évidemment, le vraisemblable constitue le point d'ancrage, finalement, de l'argumentation, on va dire les prémices de l'argumentation en rhétorique. Je voudrais donc revenir donc sur ces fameuses preuves, ce qu'Aristote appelle les preuves techniques. Alors, les preuves extra-techniques, Aristote nous dit, pour faire vite, finalement, on n'a pas besoin de s'encombrer des preuves extra-techniques. C'est les aveux sous la torture, comme il dit, les documents, etc., sur lesquels vous n'avez pas de prise. Ça ne dépend pas de nous, pour reprendre un vocabulaire qu'on a utilisé tout à l'heure. Qu'est-ce qui dépend de nous? Eh bien, c'est un ensemble. Donc, la preuve, l'argumentation, elle va s'appuyer sur trois dimensions. Celui qui parle, l'orateur, le locuteur, comme on dit. Il parle de quoi? Donc, l'argument. Donc, on va trouver l'antimème et l'exemple, qui sont entre guillemets des syllogismes, même si au sens strict, ce ne sont pas des syllogismes, mais des syllogismes de la rhétorique. Donc, l'argumentation comme telle, formalisée. Et puis, évidemment, ce qu'il faut faire rentrer dans cette argumentation, c'est ce qu'on appelle donc le pathos, donc l'émotion ou la passion. Ces passions, donc, elles vont donner lieu chez Aristote à évidemment une étude qui est propre à la rhétorique. Les passions sont étudiées ailleurs, évidemment, dans l'éthique à Nicomède, par exemple. On remarque que chaque passion, qui évidemment, la liste est non exhaustive ici, mais en tout cas, elle l'est pour Aristote. Chaque passion, donc, trouve son opposé, alors sauf pour la pitié, mais visiblement, Aristote n'a pas l'idée du détachement, par exemple, qui aurait pu faire office ici de contradiction, mais c'est peut-être pas très grec, le détachement. Alors,
les passions, vous voyez, trouvent évidemment à chaque fois un opposé. Et puis, il faut ajouter à cela, hein, comme une sorte de combinatoire, eh bien, une psychologie hein, qui est assez restrictive. Je voudrais juste peut-être m'arrêter sur deux choses, et promis, je m'arrête là. Donc d'abord, c'est sur ce qu'on a appelé la logique des passions. Euh, Elle répond d'abord à une étude, hein, savoir à une analyse, hein, c'est-à-dire comment, hein, c'est-à-dire finalement comment se produit telle ou telle disposition, à l'égard de qui, de quoi et dans quelles occasions. Donc, ce sont les trois critères qu'on va retenir pour l'analyse des émotions et des passions. Et au fond, ça faudra rejoindre ce qu'a dit Michael tout à l'heure, Picha, sur la question finalement de la réception du réel. Là, il y a une sphère un peu particulière, celle de l'émotion. Comment ça fonctionne finalement à cette logique des passions? C'est d'abord, elle repose entièrement sur une représentation qu'Aristote appelle dans la rhétorique fantasia, ça donnait fantasma. Hein, c'est vraiment une représentation. Il parle à un moment d'un songe. Vous voyez, c'est vraiment une représentation. Finalement, l'orateur, le locuteur, il doit vous mettre en état de vous représenter, hein, en général en vous racontant. De cette représentation, évidemment, on en tire une expérience commune qui appelle évidemment la peine ou le plaisir. Hein, c'est vraiment le ressort des passions dans la rhétorique, hein, la peine et le plaisir, qui évidemment produit un désir puis une action. Donc on voit bien comment finalement les émotions disposent à l'action. Évidemment, l'expérience commune renvoie, hein, donc cette expérience commune, c'est cette passion que partagent à la fois le locuteur hein, et, euh, et ceux qui l'écoutent, évidemment, produisent un jugement qui, évidemment, mène à l'action. Alors, chez les stoïciens, jugement, peine et plaisir s'opposent. La peine et le plaisir conduisent à l'action. Le jugement doit être mis de côté, justement. Et c'est ça qui distingue, finalement, Aristote de Cicéron et de Quintilien. Je m'arrête là parce que finalement, ce que j'allais développer ici, hein, c'est finalement les conditions d'une rhétorique bonne. Ces conditions d'Aristote, elle vient de l'éthos de l'orateur. Alors, je peux m'arrêter là. Pourquoi? Parce que ça a été développé d'une certaine manière par Emmanuel Brochier à l'instant. Euh, les conditions même de cette communication persuasive en entreprise, hein, et je m'arrêterai là, évidemment, appellent non seulement l'éthos de l'orateur, mais pour reprendre également ce qui a été dit sur les stoïciens, euh, euh, toute parole, finalement, nécessite un assentiment. Voilà. D'être elle-même acceptée ou non. Et c'est dans cette acceptation qu'il y aura sans doute la distance nécessaire avec l'émotion. Voilà, j'ai débordé complètement le temps, c'est ça.